Hello la canaille. Aujourd'hui, vidéo d'analyse d'entreprise. Je vous propose d'étudier le cas de Li-Ning, une boîte chinoise, équipementier pour le sport. Donc un équivalent, si vous voulez, de Nike ou Adidas. Comme on avait fait pour l'analyse de Verallia, on va passer rapidement sur l'historique et le business de l'entreprise. Puis, on ira voir comment se sont comportés les états financiers, c'est-à-dire le compte de résultats, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Finalement, on jettera un œil à l'action Li-Ning, qui a pris un énorme carton, donc ça peut être une opportunité à ce stade. Et on finira sur un résumé de la boîte, avec ses points forts et ses points faibles, comme d'habitude, pour déterminer quelle serait notre stratégie sur ce titre si on décidait de placer quelques billes dessus. Donc Li-Ning, comme je disais en intro, c'est une boîte chinoise. Elle est cotée à la bourse de Hong Kong et donc elle n'est pas éligible au PEA. Si vous souhaitez investir dessus, ça sera dans le cadre d'un compte titre. Pour ce qui est de son histoire, elle a été fondée en 90 par monsieur Li-Ning, un ancien gymnaste vainqueur de plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques dans les années 80. Et le gars en Chine, c'est genre une rockstar, hein. Tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, c'est lui qui a allumé la flamme olympique en 2008 au JO de Pékin. Voilà brièvement pour son histoire. Maintenant, niveau business, c'est un équipementier sportif, on disait. Donc ils vendent essentiellement, si vous voulez, des chaussures, des vêtements techniques, des accessoires, etc. Pour qu'on se fasse une idée un peu précise de ce que c'est Li-Ning à l'heure actuelle, je vais comparer autant que possible avec Nike et Adidas, qui trustent le marché, évidemment, hein, c'est pas une surprise, histoire qu'on ait genre des ordres de grandeur et qu'on se rende compte des chiffres. J'avais fait une vidéo sur le sujet, les ordres de grandeur. C'est vraiment très important d'avoir des idées, de pouvoir comparer rapidement une entreprise avec une autre pour se rendre compte de la taille, par exemple. Si je vous dis que Li-Ning fait 5 milliards de chiffre d'affaires, ça vous apprend pas grand-chose. Ce que vous voulez savoir, c'est ok, mais en comparaison de Adidas, ça donne quoi 5 milliards? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Combien de fois Adidas est plus balèze? Ça, c'est la vraie question. Donc pour en revenir aux ventes, Li-Ning pour l'année 2022, oui, on n'a pas encore le rapport 2023, mais fondamentalement, ça sera du même ordre. Donc Li-Ning, ils ont enregistré 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou 25,8 milliards de RMB, renminbi, la devise chinoise, et c'est réparti de la manière suivante. Un peu plus de 52% sur les chaussures de sport, 41,5% sur l'habillement, et presque 6,5% sur les équipements et accessoires. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport annuel Li-Ning, il nous montre l'évolution. Et on voit qu'en 2021, bon, tout a augmenté, c'est que c'est top, mais la vente de chaussures est passée de 9,5 à pas loin de 13,5 milliards de renminbi. Donc grosse augmentation. Adidas, de son côté, je suis allé voir dans leur publication, ça donne plutôt un chiffre d'affaires de 22 milliards. Donc vraiment, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus gros que Li-Ning. Et Adidas, c'est 55% de chaussures, 39% de vêtements et 7% d'accessoires à la louche, en gros. Et Nike, pour dire un mot sur eux, c'est, et tenez-vous bien, 51 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est encore plus de 2 fois plus gros qu'Adidas. Et eux, par contre, ils sont beaucoup plus accentués sur les chaussures. Ça représente 64% de leurs ventes, 27% pour l'habillement, et le reste, 9% en accessoires. Donc voilà, en quelques chiffres, on arrive mieux à situer Li-Ning en termes de business par rapport à la concurrence. On n'est pas du tout sur la même échelle, je pense que vous en rendez compte. Et pour nous, investisseurs, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une énorme marge de progression, puisque Li-Ning, finalement, c'est tout petit. Ok, donc continuons sur la partie business. Déjà, soyons clairs, niveau géographie, voilà, Li-Ning, ça n'existe que en Chine. On n'a pas cette marque en Europe. Enfin, moi je connaissais pas en tout cas avant de lire leur rapport. On le voit sur ce tableau. Entre les régions du nord et celles du sud de la Chine, ok, bref, on voit qu'il y a 98,2% des ventes qui sont réalisées en Chine. Par contre, même s'il y a seulement 1,8% de chiffre d'affaires réalisé à l'international et que c'est très insignifiant, on voit que ça a grimpé de presque 54% quand même, entre 2021 et 2022. Ça nous plaît. Ça veut dire que Li-Ning, la boutique, elle cherche à se développer à l'international. La preuve, elle sponsorise quelques grands sportifs mondiaux, Dwayne Wade, Asafa Powell, etc. Donc un vrai projet de développement en dehors de la Chine, qu'elle ne sature déjà pas du tout.
d'ailleurs, puisqu'on a dit que le CA il est de l'ordre de 3,2 milliards d'euros, si on convertit. Donc encore beaucoup de place pour grandir. Ça, c'est très intéressant. Et alors, le modèle économique dans tout ça, Li-Ning, elle s'appuie sur un réseau de boutiques et de distributeurs. Dans les rapports annuels, c'est vraiment magnifique, hein, on a tous les chiffres importants. Je vous invite sérieusement à lire ces rapports avant d'investir. C'est une mine d'informations. Je sais, c'est long, ça peut faire facilement 300 pages, la flemme, etc. Mais au moins, après, on est renseigné. Quand on achète une action, on sait sur quoi on mise. Bref. Donc niveau réseau de distribution, etc., 48,5% des ventes sont réalisées par des boutiques franchisées, c'est-à-dire un type random qui veut ouvrir un magasin de sport, qui vendra les produits Li-Ning, il va être aidé par la marque pour établir sa boutique, Li-Ning lui vendra les items et se chargera de les lui acheminer, et en contrepartie, le bonhomme y reversera une part de son chiffre d'affaires à l'enseigne Li-Ning. Ça, je disais, ça représente 48,5%. Ensuite viennent les ventes qu'ils appellent Direct Operation, donc les ventes directement gérées par la marque Li-Ning, pas les franchisés. Et dans ce paquet, on met aussi les détaillants. Vous savez, des fois vous allez à Carrefour et dans le rayon chaussures de sport, vous trouvez quelques modèles de shoes Adidas. Bon bah c'est exactement ça, on est là-dedans. Et finalement, le e-commerce pour 29%. Très rapidement, on passe là-dessus, il y a combien de boutiques Li-Ning? Un peu plus de 7600. Donc c'est pas négligeable quand même, réparti de la manière suivante. Et ce qui nous plaît, c'est de voir qu'entre 2021 et 2022, on n'a pas loin de 500 points de vente en plus. Ce qui signifie que le business, comme on le devinait auparavant, il est en croissance. On aurait vu un nombre en baisse, nous, en tant qu'investisseurs, ça aurait été un red flag. Concernant les fournisseurs, Li-Ning, elle fait produire ses chaussures, ses équipements, etc. dans des usines qui sont exclusivement situées en Chine. Il n'y a pas de made in Bangladesh, made in Vietnam ou quoi. Tout est produit en Chine. Il y a 239 points d'assemblage et de manufacture, tout simplement, et 79 usines qui s'occupent des matériaux de base. Bah oui, on a besoin de cuir, on a besoin de coton pour faire des lacets, on a besoin de fibres en nylon pour les vêtements techniques, blablabla. Donc voilà pour la partie business. Je pense qu'on a une vision maintenant assez claire de ce que fait cette entreprise, et on va aller jeter un coup d'œil aux états financiers. On commence par l'income statement. Donc entre 2021 et 2022, on voit qu'il y a quand même à peu près à la louche 14% de croissance. C'est très bien, franchement chapeau. Surtout si je vous dis que Adidas, dans le même temps, je suis allé vérifier, n'a eu que 6% de croissance du chiffre d'affaires. Mais bon, évidemment, après c'est pas la même taille. Adidas, ils sont déjà au max, avec Nike, ils doivent capter plus de 80% du marché. Bon ok, il y a des petits ASICS et des petits Puma, mais voilà, vous voyez le genre. Quand l'entreprise est déjà immense, c'est difficile d'avoir encore énormément de croissance. Donc, chiffre d'affaires en croissance, ça on aime bien, première chose. Le profit opérationnel, il est de 4 886 millions de RMB, donc à la louche 624 millions d'euros. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est qu'à la suite de ça, on a les financial expense et éventuellement les financial income, qui représentent le coût de la dette. Normalement, une boîte, elle a un emprunt bancaire, ou alors elle a émis des obligations, et ça lui coûte de l'argent. Elle doit rembourser ça tous les ans, ça lui coûte cher, le capital, les intérêts, et ça vient en déduction du résultat opérationnel. Mais ici, dans le cas de Li-Ning, on voit que les dépenses financières sont extrêmement faibles. Elles sont même largement couvertes par les revenus financiers. Et les revenus financiers, c'est quoi ? C'est simplement l'idée de se dire, la boîte elle a du cash en surplus, et il est placé auprès d'une banque, ça lui rapporte donc un intérêt. Donc ce qu'on voit ici, c'est très très bon signe. Ça semble indiquer que Li-Ning a très peu de dettes et beaucoup de fric. On ira voir ça dans le bilan juste après, juste pour confirmer. Ce truc, là, share of profit machin, c'est du positif. Ça veut dire que Li-Ning possède des actions, des participations dans d'autres boîtes et que ça s'est apprécié, qu'elle a touché des dividendes, donc ça nous fait un petit bonus supplémentaire pour atteindre au final 4 milliards de RMB de bénéfices nets, soit environ 510 millions d'euros si vous voulez. Et quand on rapporte ça avec le chiffre d'affaires, ça nous fait une marge nette de 4 sur 25,8, 15,5% de marge nette. Ce qui est très au-dessus d'Adidas, qui fait environ 10%. Maintenant, on passe au bilan, et là c'est magnifique.
Je vous le dis très clairement, j'ai lu beaucoup de rapports annuels, tous secteurs confondus, mais je dois avouer que celui de Li-Ning, c'est l'un des plus propres que j'ai jamais vu. Littéralement, ils croulent sous le cash, les mecs. On voit que le total du bilan, c'est 33 milliards de RMB, soit 4 milliards 300 millions d'euros, en gros, et que là-dessus, 7,3 milliards, c'est du cash dur, du cash pur. 643 millions, c'est du dépôt court terme en banque, et accrochez-vous bien, 11 milliards, c'est du dépôt long terme, qui fait gagner des intérêts. Ce qui explique ce qu'on avait vu dans le compte de résultats. Donc tout ça ensemble, ça fait près de 19 milliards de renminbi de cash. Et quand on rapporte ça avec la taille totale du bilan, ça fait 56%. Je répète, 56% de la boîte, 56% de l'entreprise, c'est du cash. J'ai jamais vu ça, tout simplement. Même les Google, les Microsoft et compagnie, qui sont évidemment plus riches, mais en comparaison de leur taille, ce qu'elles ont de fric, je vous garantis que ça ne représente pas 56% de leur bilan. D'ailleurs, j'étais assez curieux pour aller voir. Pour Google, on a 39%, ce qui est déjà énorme, et Microsoft, on a 28%, ce qui est beaucoup aussi. Mais là, à 56%, c'est du jamais vu. Après, important à noter, la ligne Property, Plant and Equipment, elle est en hausse. Ça a plus que doublé. Donc Li-Ning développe ses moyens de production, plutôt bon signe. Plus d'usines, plus de machines, etc. C'est très très bien. Les inventaires sont aussi en augmentation. Ça par contre c'est pas génial. Ça a monté de 36%, si on arrondit. Ça peut vouloir dire deux choses. Que l'entreprise s'est développée et que donc elle est capable de produire davantage, mais ça peut aussi vouloir dire que l'entreprise n'a pas réussi à vendre ses produits, à vendre ses stocks. Comme ça, c'est difficile à analyser. Mon interprétation, c'est que c'est lié tout simplement à l'expansion de l'entreprise. Les usines ont doublé, etc. Par contre, si on avait vu une ligne Property, Plant and Equipment qui stagne d'une année sur l'autre et des inventaires qui augmentent, là c'est red flag. Côté passif, allons voir, on a l'essentiel du passif, plus de 24,3 milliards, qui représentent les capitaux propres. Donc sur un bilan de 33,6, ça fait du 72%, c'est gigantesque. Et la bonne nouvelle, c'est que ces capitaux propres, c'est pas du flanc. Presque la moitié, c'est du retained earnings, donc des bénéfices accumulés. Et ça augmente très vite par rapport à 2021. Et concernant la dette, c'est simple, il n'y en a pas. On a bien sûr des lease liabilities, c'est-à-dire des loyers à payer pour les locaux utilisés, on a des fournisseurs à rembourser ici et là, blablabla, mais Li-Ning, tenez-vous bien, n'a pas de vraie dette, j'allais dire. Genre de l'emprunt bancaire, le truc qui met la pression. Sinon, on aurait vu une ligne long term ou short term borrowings. D'ailleurs, il indique dans leur rapport annuel en page 120, Bank borrowing of the group was nil. Ça, c'est remarquable. En comparaison de Adidas, pour se donner une idée, Adidas, sur un bilan de 20 milliards d'euros, ils ont 3,5 milliards d'euros de dette. C'est vraiment pas négligeable. Et Nike, c'est même pire. Sur un bilan de 37 milliards de dollars, ils ont 9 milliards de dollars de dette. Et finalement, le cash flow statement, lui aussi, il est splendide. On a certes une baisse du cash généré par les opérations, en comparaison de 2021, mais je suis allé voir dans le détail, c'est pas alarmant. C'est essentiellement dû à une augmentation des inventaires, comme on l'a évoqué juste avant, et aussi on a payé beaucoup plus d'impôts en 2022. Tout de même, ça laisse 3,9 milliards de renminbi, sur lesquels la boîte a payé 1,7 milliard de capex, le capital expenditure, pour maintenir ses équipements à flot. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'analyse de Verallia, j'explique à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est une dépense, bon, on peut pas y couper. Ce qui laisse environ 2,2 milliards de renminbi de free cash flow. On voit que sur cette base, Li-Ning elle a aussi payé 1,2 milliard de renminbi de dividendes et que c'était moitié moins l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'ils crachent tellement de fric, si vous voulez, qu'ils peuvent se le permettre. Après, ici, on voit de gros mouvements, hein, les 14 milliards, les 8 milliards, etc. Faut pas s'alarmer. C'est juste que Li-Ning a déplacé son fric en banque, donc comme ça sort de la boîte, comptablement, c'est du négatif, mais c'est juste qu'ils ont manœuvré l'argent.
Voilà pour les états financiers. Enfin, un dernier petit mot sur le capital de l'entreprise. Il est important de se rappeler qu'il est détenu à 10% par le fondateur, et encore à 10 autres % par le neveu, monsieur Li Qiling. Donc voilà, une boîte familiale détenue par le créateur, c'est une bonne chose. Généralement, c'est vraiment bon signe parce que le mec qui est à la tête de la boutique, c'est le mieux placé pour la gérer. Il connaît son business. Une alerte, ça aurait été de voir que Li Ning est possédé à moitié par l'État chinois. Et les intérêts sont complètement divergents. Vous voyez chez nous, avec Alstom et EDF qui sont des boîtes d'État, en partie. Enfin bref, ça va pas fort. Si vous regardez la perf de Alstom et de EDF sur les 15 dernières années, c'est une catastrophe. Donc, passons maintenant à l'action Li Ning. Ce qui est frappant d'entrée de jeu, c'est que la boîte a perdu 80% depuis les plus hauts. Le marché a fait n'importe quoi sur cette valeur. Déjà, son cours a fait x10 entre 2019 et 2021, c'est du grand délire. Tout ça pour reperdre l'intégralité les 2 années suivantes. Pour info, à l'heure actuelle, au moment où je prépare le speech de cette vidéo, on a un prix de 20,9 HKD, les dollars hongkongais, et un PER de 13, tout à fait raisonnable. On peut même dire sous-évalué compte tenu de la croissance de la boîte et de la qualité de ses fondamentaux. Imaginez, au max, tout là-haut à 105 HKD, le PER était de 66. Ça veut dire qu'à bénéfice constant, les investisseurs étaient prêts à attendre 66 ans de profit pour rembourser leur achat. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le PER pour bien comprendre ce que ça signifie un PER aussi élevé. On allait droit dans le mur à cette époque, c'était sûr. Par rapport maintenant à sa droite de régression à 10 ans, on voit que le titre s'échange à ce jour en dessous de 2 écarts types par rapport à la moyenne de long terme. C'est une situation très rare. Ça montre que la boîte s'est faite massacrer par le marché. Et c'est d'autant plus dingue qu'en 2021, c'était pas il y a 1000 ans, Li Ning était très au-dessus de la borne haute de 2 écarts types. Donc vraiment la bourse fait n'importe quoi. Il y a quelques années, c'était la meilleure boîte du monde, et aujourd'hui c'est la pire entreprise. Ça n'a aucun sens. Non, Li Ning était exagérément surévaluée, et elle revient à des niveaux plausibles. Voire même pas cher, disons-le carrément. Sachant que, là c'est intéressant, rappelez-vous, la boîte, elle est assise sur 19 milliards de renminbi de cash. Et une action coûte 20,9 dollars hongkongais. Or, il y a, d'après le rapport annuel, 2,6 milliards d'actions Li Ning en circulation. Ce qui signifie que le montant de cash par action est d'environ 7,3 renminbi. Autrement dit, pour chaque action que vous achetez au prix de 20,9, au moment où je fais la vidéo, vous recevez virtuellement 7,3 renminbi de fric. Ok, je sais que les HKD et les renminbi, le taux de change, c'est pas tout à fait 1 pour 1, mais voilà, dans l'idée, l'entreprise est si riche que vous n'achetez pas l'action en réalité à 20,9, mais plutôt à 14 ou 15 HKD, donc encore mieux. Pour ce qui est du dividende, le rendement il est d'environ 3%, ce qui est très honnête, sachant que pour les entreprises chinoises, les impôts sur le dividende ne sont que de 10%, à comparer aux 30% de flat tax sur les dividendes américains. Et le taux de distribution de Li Ning, son payout ratio, est de 30%, ce qui montre que Li Ning a encore beaucoup de marge pour le faire augmenter dans les prochaines années. Il a d'ailleurs été multiplié par 5 entre 2018 et 2022. Et donc on y est, la dernière partie, point fort et point faible de cette entreprise, quel profil et quelle stratégie à adopter si on décide d'investir. Alors petit disclaimer, cette vidéo elle est à but pédagogique et informatif. Je vous montre comment moi j'analyse les entreprises, les points d'attention qui me paraissent essentiels à la lecture des rapports, et que je dise qu'une boîte est magnifique ou scandaleuse, ça ne veut pas dire que j'ai l'intention d'en acheter ou d'en vendre. Ceci étant dit, du coup, quel profil pour Li Ning ? C'est clairement un fast grower. Donc je vous renvoie à nouveau à la vidéo que j'ai faite sur les catégories d'actions de Peter Lynch. Les fast growers, ce sont des boîtes qui enregistrent une croissance excellente. Chiffre d'affaires, profit, etc. qui affichent des plus 20% ou des plus 30%. Là, je vous ai parlé des résultats de 2021 et 2022 de la boutique, mais je vous invite à aller voir les années d'encore avant. La croissance était fabuleuse. Donc, niveau point faible, on va regarder ça en premier.
Bon, on va pas se mentir. Voilà, le premier red flag, c'est une entreprise chinoise. Ça fait flipper. Le gouvernement chinois, il a déjà pété un câble sur les valeurs technologiques il y a pas longtemps, comme Alibaba et Tencent, donc c'est très imprévisible. D'ailleurs, ça se ressent parce qu'en règle générale, les actions chinoises, elles ont des PER plutôt faibles en comparaison des entreprises équivalentes aux États-Unis et en Europe. Même si fondamentalement, elles sont très belles, hein, elles sont régulièrement boudées par le marché. Deuxième point négatif, le développement à l'international risque d'être compliqué. Certes, ils affichent une croissance du chiffre d'affaires à l'international, mais en Europe, franchement, on est très attaché à Nike et Adidas. Je vois pas pourquoi on irait s'acheter une paire de Li-Ning subitement l'année prochaine. Aussi, on a les inventaires qui augmentent, c'est jamais très très bon, même si là, ça se justifie à peu près avec l'expansion de l'activité et une augmentation des usines, etc. Le titre fait le yo-yo en bourse, ça peut rebondir et tripler. Le marché nous aide pas beaucoup à estimer l'avenir ici. On n'est pas sur une boîte prévisible comme Air Liquide où les gens sont rassurés. Mais malgré ces quelques points négatifs, Li-Ning c'est surtout sans doute le bilan le plus sain que j'ai jamais étudié. La boîte est détenue par son fondateur, comme Meta par Zuckerberg, Amazon par Jeff Bezos, etc. C'est très bon signe. On a de belles perspectives, très loin de saturer le marché. Je répète, à peine 3 milliards 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est rien. Donc on a de gros espoirs de croissance, surtout à l'international, hein, si ça prend. On a un dividende contrôlé avec un payout ratio de 30% et un dividende qui a déjà été multiplié par 5 sur les quelques dernières années. Et Li-Ning, je le dis une dernière fois, n'a aucune dette. Zéro. Finalement, on a aussi un nombre de points de vente qui augmente. Donc on a de plus en plus de boutiques. C'est un signe concret de l'expansion de l'activité. Donc quelle stratégie à adopter sur ce cas ? Comme c'est un fast grower, c'est une boîte sur laquelle faire 500% ou 1000% de plus-value, c'est envisageable sur du long terme. Je dis pas que ça va se produire, mais ça a été le cas par le passé. Celui qui avait acheté en 2017 à 5 $ hongkongais et qui a revendu à 100 $ en 2021, il a fait 20 fois sa mise en seulement 4 ans. Ce qui importe sur les fast growers, c'est que la boîte maintienne une forte croissance des ventes et des bénéfices. Si la croissance est en perte de vitesse, on peut se retrouver dans un scénario à la Worldline qui a perdu, rappelez-vous, 60% de sa valeur en une journée. Tout ça parce qu'ils ont annoncé 7% de croissance du chiffre d'affaires sur 2023, alors que le marché espérait 15 ou 20 comme ils avaient l'habitude de faire. Donc un fast grower au premier ralentissement, c'est la sanction directe. Et Li-Ning n'a pas échappé à la règle, puisqu'ils ont déjà perdu 80% depuis les plus hauts. Cependant, quand on fait un peu des recherches un peu plus fouillées sur les titres, on se rend compte que même si la croissance des ventes n'est pas aussi flamboyante qu'auparavant, on est tout de même face à une entreprise d'excellente qualité. Je vous renvoie à l'analyse du bilan qu'on a faite dans le chapitre précédent de la vidéo. Tout n'est pas à jeter sur Li-Ning. On aura très certainement une croissance plus modérée à l'avenir, et d'ailleurs peut-être que l'entreprise est en phase de transition, que ça a été un fast grower et que maintenant c'est devenu petit à petit un stalwart. Voilà, on est dans cette zone incertaine où le titre a encore de très très belles perspectives de développement, mais on n'est plus sur de la start-up qui double ses ventes tous les 3 ans. Donc l'idée c'est de se dire, surfer sur la vague tant qu'il y a de la croissance, espérer qu'on a touché le creux de la vague et profiter d'un avenir plein d'espoir. Là je vais spéculer un peu, mais si je sors ma boule de cristal, je serais pas étonné que dans 15 ans, donc c'est-à-dire imaginez presque en l'an 2040, le chiffre d'affaires de Li-Ning ne soit plus de 3 milliards et des bananes, mais peut-être de 10 milliards. Ça me semble pas délirant. Et même 10 milliards d'euros, c'est pas fou si on compare à Adidas qui fait 20 milliards et Nike qui enregistre 51 milliards. En plus, la Chine, c'est un marché qui compte 1,4 milliard de consommateurs potentiels, avec une classe moyenne qui se développe, qui s'enrichit. Et sur une marque qui peut parvenir à s'étendre à l'international, peut-être. Donc oui, si le titre vaut 20 HKD aujourd'hui, et qu'il est de retour à 100 HKD voire plus, mais en y allant de façon plus linéaire, franchement je trouve que c'est un scénario plausible.
Maintenant, encore une fois, tous les points positifs qu'on a identifiés, c'est pas une garantie que l'action va performer. Comment dire? L'investissement, c'est pas une science exacte. C'est un job d'investigation, d'enquêteur, si vous voulez. On n'est pas sûr du résultat que ça va donner, mais avec tout ce qu'on a évoqué, voilà, on a un faisceau d'indices. Ça nous donne une direction. Ce qu'on cherche à faire avec toutes ces recherches, c'est mettre les meilleures chances de notre côté quand on prend la décision d'investir nos sous. Évidemment, celui qui achète une boîte en crise, avec une dette à n'en plus finir, des clients qui filent à la concurrence, des marges insuffisantes, des salariés en grève, etc., lui, c'est l'accident direct. Peut-être que l'action va bien performer, mais tôt ou tard, le marché découvrira le poteau rose, et là, ça sera la dégringolade. Du coup, le mieux qu'on puisse faire, pour espérer s'enrichir, c'est d'investir dans de belles sociétés. Mais qu'est-ce que c'est une belle boîte? Tout l'art de l'investissement, il est là. On lit le rapport annuel, on a des indices, on découvre des choses, on évalue les points forts et les faiblesses, mais c'est pas une garantie. Bref, faites toujours gaffe quand vous investissez. Surtout, assurez-vous de bien connaître votre dossier. Sinon, si vous achetez sur une intuition, autant aller au casino. Là, ici, sur cette chaîne, on essaye de travailler nos sujets. On veut comprendre dans quoi on va investir. Enfin, voilà pour cette vidéo. J'ai vraiment fait des recherches approfondies. Si ça vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir quand on débute sur YouTube. Et je vous dis, comme d'hab, ciao la canaille!